Bonjour à tous. Nous continuons notre réflexion sur ce terme bien ambigu et qui a généré bien des confusions, qui est le terme de ego. Nous avons vu lors de notre dernière rencontre qu'il y avait une différence entre l'ego tel que défini en psychologie occidentale et l'ego tel que défini en psychologie bouddhiste. Et nous en étions arrivés à la conclusion au moment où on expliquait que l'ego, d'un point de vue bouddhiste, est cette identification au corps et au processus psychique, ce qu'on appelle les 5 agrégats, ou en sanskrit les 5 skandhas. Et je vous propose de creuser un peu ce que sont ces 5, ce que sont ces supports d'identification qui forment ce que l'on appelle le soi de la personne, et donc qui a été traduit occasionnellement par l'ego. Il y a donc un ensemble psychophysique, à la fois l'aspect psychique, les différents aspects du fonctionnement de l'esprit, et le corps qui en est le support. Creusons un peu. Voyons d'abord la dimension du corps. Ça a été traduit par la forme ou la matière, donc quelque chose d'un peu plus vaste que le corps uniquement. Mais dans notre contexte, si on prend le corps, il s'agit bien sûr d'une matière, mais sa caractéristique, c'est d'être constitué, comment on pourrait dire, de capteurs, de récepteurs sensoriels. En fait, le corps est recouvert de facultés sensorielles. Bien sûr, les principales sont rassemblées au niveau de la tête, les yeux, les oreilles, le nez, la langue avec les papilles gustatives, et le corps tout entier, intérieur et extérieur, est caractérisé par la faculté sensorielle du toucher. Et ce qui est intéressant pour nous ici, c'est de voir que c'est du corps que vont naître les sensations. Dans certaines approches du corps, en psychologie bouddhiste, on inclut aussi les objets des sens. D'une certaine façon, il y a le corps en tant que sujet, celui qui va nous permettre de percevoir les choses, et puis il y a les formes visibles, les couleurs, les sons, les odeurs, les saveurs, les tangibles, etc. Et je fais cette remarque parce qu'il est intéressant de voir que en psychologie bouddhiste, le corps n'est pas vu comme le seul corps physique individuel, mais il est dès le départ perçu dans sa relation sensible avec les phénomènes, dans sa relation sensorielle avec les phénomènes. Et donc qui va inclure tout un processus, et notamment un processus de changement. En tout cas, le premier support du soi, le premier support de notre saisie, de l'identification, c'est le corps avec ses facultés sensorielles. Sur base de cela, l'aspect psychique va prendre place avec les sensations. Elles sont la première expérience des choses, la première expérience dans la perception des choses, et les sensations peuvent être ou plaisantes, ou déplaisantes, ou neutres. C'est de cette façon-là que le Bouddha les a classées. Et elles sont produites, elles s'élèvent dès l'instant où il y a un contact entre, d'une part, le sujet, le corps en l'occurrence, et les objets. En fait, elle implique que nous ayons conscience des choses, et déjà, elle nous renseigne sur les objets. Les sensations nous permettent de prendre conscience pour les yeux de la forme, pour les oreilles des sons, etc., etc. Mais cela reste pour le moment quelque chose de très général. On pourrait dire qu'à travers les sensations, nous avons accès à des données sur notre environnement. Vient ensuite le deuxième aspect psychique, que sont les représentations mentales. C'est assez simple, c'est la notion que l'on se fait d'un objet au contact de ses attributs et ses caractéristiques. On a d'abord reçu les données à travers les sensations, et nos représentations mentales en font des informations. Nous pouvons identifier les différents objets qui arrivent jusqu'à nos sens. Et évidemment, dès l'instant où l'on a ces
compréhension ou identification des caractéristiques d'un objet, à ce moment-là, c'est mis en relation avec d'autres notions mémorisées antérieurement, au cours d'autres expériences, et petit à petit, grâce à cet appareillage, on arrive à se représenter le monde. Mais déjà, à ce moment-là, notre représentation est teintée par l'attirance ou l'aversion que m'inspire l'objet selon qu'il m'est plaisant ou déplaisant. On est déjà dans un rapport spécifique au monde. Et là interviennent le troisième aspect psychique des 5 agrégats, donc le quatrième agrégat, c'est ce qu'on peut appeler, c'est une traduction possible, les facteurs mentaux. Ces facteurs mentaux vont colorer encore plus l'expérience que l'on a des choses. En fait, ils exercent une influence sur le fait de connaître, l'acte de connaissance des objets. Et ils ont plusieurs fonctions. Ils vont nous permettre déjà de connaître en tant que tel. Ils vont se développer en état d'esprit générant la souffrance, les afflictions. Ils vont se développer en état d'esprit générant du bien-être. On pourrait dire qu'ils favorisent une orientation positive de l'esprit. Et cela forme l'ensemble des facteurs mentaux. Toute une série d'états d'esprit qui vont colorer notre expérience. Soit en quelque chose d'afflictif, qui va générer de la satisfaction, soit en quelque chose de plus ouvert, plus bénéfique, qui va générer du bien-être. C'est de cette façon-là que le Bouddha a classé ces facteurs mentaux, parce que cette classification va pouvoir être mise en œuvre sur le chemin spirituel en identifiant l'un ou l'autre de ces facteurs pour pouvoir en promouvoir certains et en dissiper d'autres. Nous avons donc le corps, les sensations, les représentations mentales, les facteurs mentaux. Il reste le 5e agrégat, le 5e aspect, que sont les consciences. Les consciences, elles, c'est ce qui nous permet de connaître. C'est la capacité cognitive de l'esprit qui est à l'œuvre. Elles sont au pluriel, ces consciences, parce que elles se déclinent en fonction des consciences sensorielles. Il y a la conscience visuelle, la conscience auditive, etc., jusqu'à la conscience mentale. Et l'ensemble du jeu de ces consciences nous permet d'avoir une connaissance précise du monde quand elle s'associe aux facteurs mentaux. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces 5 agrégats, corps-esprit pour faire court, ainsi formés, ça nous paraît à première vue comme restant le même. C'est comme si ces agrégats, pour nous, étaient vécus les mêmes durant toute notre vie. Que ce soit le corps, même s'il se transforme, que ce soit les sensations, les représentations, même si elles évoluent, on a l'impression, comment on pourrait dire, que cette forme de vie organisée est stable et qu'elle n'est détruite qu'au moment de la mort. En réalité, ces 5 agrégats, selon le Bouddha, changent sans cesse. À tout instant, chacun des agrégats naît et se détruit. Il y a d'instant en instant une transformation. C'est ce qu'on appelle la continuité de matière et la continuité de conscience. Nous verrons ça plus en détail lorsque l'on abordera l'impermanence, lors d'un prochain rendez-vous. Tant que les conditions restent semblables, il apparaît de nouveaux agrégats presque identiques. C'est ce qui nous donne ce sentiment, cette sensation d'unité, d'entité. Mais ce changement d'instant en instant, nous n'en sommes pas conscients. Nos sens ne nous permettent pas de toucher à cette impermanence subtile. La transformation est trop rapide. Et c'est là où la saisie intervient. La saisie ne perçoit pas un mouvement à l'œuvre sans cesse, un processus de transformation d'instant en instant. La saisie nous fait nous identifier comme quelque chose de pérenne, une entité pérenne et autonome, alors que nous sommes sans cesse changeants, composés et interdépendants. Le jeu de la saisie, donc ce qu'on a appelé l'ego, le jeu de la saisie consiste à solidifier, cristalliser et d'une certaine façon nous voiler le réel processus qui est en œuvre dans notre corps et dans notre esprit. Donc nous avons ce sentiment d'une unité, d'une entité.
Sur base de ça, on se demande, eh bien, qu'allons-nous faire avec cette expérience que nous avons de nous-mêmes, l'identification aux 5 agrégats. C'est ce que nous verrons lors d'une prochaine rencontre. À bientôt.